Bien entendu, être ici, c'est extraordinaire pour le Centre français de la couleur. Donc, nous tenons à remercier les organisateurs, notamment Christine Andreau, qui nous a permis d'avoir ce lieu magnifique, à 2 pas d'où est né le Centre français de la couleur en 1976, c'est-à-dire, vous voyez ces murs de briques là, c'est là, au laboratoire de photobiologie. Donc, dirigé à l'époque par François Parra, et puis ensuite a travaillé là une grande experte de la couleur et de la vision, c'est-à-dire Françoise Viennot, qui bon, n'est pas là, mais je ne sais pas si on l'a vraiment tenu au courant d'ailleurs. On a peut-être fait une faute. Bon. Je tiens aussi à remercier le GDR, en particulier Mathieu Hébert, qui nous fournit la connexion Internet aussi remarquable. Oh, il a réussi à faire ça. Bon. Ça, c'est beau, j'avais pas vu. Donc maintenant, mon écran est conforme au vôtre. Et puis, ben oui, le GDR, et puis évidemment les personnes qui sont particulièrement impliquées dans l'organisation de cette journée, c'est à savoir Laurence Tardy, ici présente, notre secrétaire général, et Étienne Trouvert, responsable d'une commission qui s'appelle Couleurs, éthique et restauration numérique. Alors, on va parler d'un certain nombre de choses qui sont en rapport avec la lumière. Le vernis, vous vous doutez bien que ce n'est pas sans rapport avec la lumière, avec l'évocation de la lumière, avec sa représentation et avec des jeux optiques qui peuvent avoir fonctionné à la surface des choses qui sont vernies. J'espère que c'est nous qui serons vernis aujourd'hui. Alors, voici de ce dont on va parler. La Journée internationale de la lumière, c'est une journée qui a été, si je me souviens bien, créée en 2016 et qui a été choisie à une date qui vous semble peut-être étrange, le 16 mai. Moi aussi, ça m'a surpris comme choix de date, parce que la date idéale, c'était évidemment le jour le plus long, à savoir le solstice d'été. Et il se trouve que le solstice d'été, quelqu'un a parlé là? Le solstice d'été, c'est aussi la fête internationale de la musique. Alors, comme elle avait pris place, c'est difficile. Ça m'amène à annoncer aussi que à cette occasion-là, nous nous réunissons très pieusement devant la cathédrale Notre-Dame pour assister au jeu de la lumière naturelle que nous offre le soleil à ce moment-là, hein, devant la façade occidentale de la cathédrale. On se recule, on se met au niveau de la crypte archéologique et on regarde comment évolue cette lumière naturelle au moment du couchant. Et c'est un joli prétexte pour expliquer la polychromie, les dorures et tous les effets merveilleux qui étaient orchestrés sur la cathédrale à ce moment-là, qui était donc le plus long moment de l'année. Donc si vous êtes intéressés, on diffusera l'information et on sera en gros 3 animateurs pour parler de ça. Donc, aujourd'hui, donc, on va parler, on a la chance d'avoir Wissam Joubran ici présent, donc, qui est grand musicien, artiste, luthier, restaurateur, et qui a une maîtrise de son art absolument hallucinante, et il va nous en faire part avec modestie, je suppose, parce qu'il ne prendra pas les mots que j'emploie, mais nous lui faisons confiance pour nous parler de ce que sont les vernis qu'il utilise, lui en particulier. Ensuite, nous parlerons bonjour, des vernis, disons un peu suggérés par... oui, je vois que certains regardent ma citation imaginaire de Claude Monet, mais oui, je ne pouvais pas résister, c'est plus fort que moi. Giverny, c'est... Voilà, c'était trop dans le thème, il fallait que je le fasse. Tant pis pour moi, vous aurez sur moi une opinion particulière, je le sais maintenant. Donc après ce moment sur les peintures et les sculptures, où il sera question des vernis utilisés, des patines. Donc l'après-midi, nous aurons ce que j'ai appelé là un examen en profondeur
des couches superficielles, donc par Gaël Latour, qui viendra nous dire comment ça se caractérise. Et puis, nous passerons alors autour de questions et d'échanges entre nous sur tout ça, parce que vous aurez beaucoup, beaucoup de choses à dire. Oui, ah ben, bienvenue, merci. Nous aurons aussi... ah oui, je ne l'avais pas mis dans cette ligne-là. Ah oui, pardon, excusez-moi. Le programme est plus à jour que ma présentation. Alors, vous avez remarqué, on a peut-être déjà montré cette photo qui m'a été transmise par Étienne Trouvert. Je l'ai trouvée une très, très belle illustration pour mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur d'un instrument de musique. Et on voit qu'il y a effectivement des symboles d'intégrale un peu partout. Et tiens, bonjour Yves. Alors, donc on va pouvoir donner la parole, non pas à Samir, mais à son frère, Wissam Joubran, pour nous parler de ce sujet-là. Alors, nous verrons par la suite ce qu'on peut dire là, et que moi je vais dire tout de suite sur le vernis. Donc c'est cette couche superficielle, cette couche superficielle. Quelqu'un parle là? Ah oui, pardon. Oui, donc c'est superficielle. Tu essayais, mais ça ne marche pas bien. Alors, donc en peinture, évidemment, il y a la lumière qui est représentée, celle qui correspond à la scène qui se passe dans le tableau. Il y a la lumière au sens de l'éclairage sur l'œuvre, dans un espace de musée, par exemple, ou dans une galerie. Il y a des jeux optiques qui sont absolument extraordinaires. Pensez aux auréoles faites par Giotto. Ce sont des structures en relief, dorées à la feuille, et qui n'ont de sens que par la mobilité du regardeur ou de la lumière. Dès que je me déplace devant, j'ai l'impression que la lumière tourne autour de la tête du saint représenté, et ça fait une animation lumineuse. C'est vraiment un effet visuel qu'on ne peut pas rendre par la photographie en point fixe. Quand pour faire un livre d'art, on va représenter une œuvre pareille, on va évidemment rater tout ça parce qu'on va éclairer uniformément toute l'œuvre, histoire de ne perdre aucun détail, d'éclairer de manière équitable tous les points de l'œuvre. Ce qui, dans ce cas-là, évidemment, est une absurdité. Idem pour les mosaïques à tesselles dorées. On va avoir le même genre de phénomène. Donc, tout ce qui est le brillant, donc les vernis, les glaçures, toutes ces choses-là vont échapper, les effets visuels prévus vont disparaître quand on va éclairer de manière, si l'on peut dire, optimale pour faire une photographie imprimée. Donc, il faut être en 3D, il faut être devant l'œuvre ou devant une réplique de bonne facture. Alors, la lumière, ça sert aussi à mesurer, donc ça c'est ce que va nous dire Gaël, d'une certaine façon. Ça sert aussi à mesurer donc, les formes pour pouvoir les reproduire, pour pouvoir se donner des représentations tridimensionnelles, des simulations, et par conséquent des simulations qui peuvent être spectrales et spatiales. Donc vous comprendrez bien que les données qui sont en jeu sont considérables en termes de quantité. Si vous pensez à une œuvre peinte de dimension pas nécessairement très grande, mais pour un pouvoir de résolution de 50 micromètres à distance de lecture, ça fait beaucoup de points d'échantillonnage. Et pour chaque point, vous avez un vecteur en termes de longueur d'onde qui a un très très grand nombre de composantes, environ 400 dans le visible. Plus vous ajoutez l'infrarouge, vous ajoutez l'UV, pourquoi pas les X si vous avez l'information. Donc chaque pixel que vous prélevez sur l'œuvre va représenter une quantité de données considérable. Mais seulement il faut ça pour pouvoir calculer ou anticiper les effets de la présence ou de l'absence d'une couche de vernis. Alors,
En gros, je viens de le dire. Nous verrons en début d'après-midi donc un petit film documentaire que j'avais été convié à faire en 1998 sur un tableau au Musée des Beaux-Arts de Rouen, un tableau de Claude Monet, qui a une particularité, vous verrez, c'est ce qu'on explique dans le film. Et puis donc dans toutes les questions qui vont se poser, il y aura bien sûr les aspects scientifiques, les aspects art et artisanat, des dimensions historiques au sens de l'histoire de l'art principalement, bien entendu, et des aspects même juridiques.